bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette nouvelle session du Pour Marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de Kevin Tauzé. Bonjour Kevin. Bonjour Imen et bonjour à toutes et à tous qui sont avec nous Donc, aujourd'hui. c'est aujourd'hui toi qui vas justement nous mettre en avant tes différents focus de la semaine. On va commencer du coup avec les indicateurs économiques. Un point sur justement l'évolution de ces indicateurs et notamment sur les temps forts de cette évolution. Nous les voyons ici. N'hésitez absolument pas à poser vos questions, s'il vous plaît. On commence à recevoir des questions en amont, c'est une très bonne chose. On est complètement demandeur justement de cette démarche de votre part. Donc, n'hésitez pas et ainsi, on va pouvoir de notre côté envisager justement ces questions auprès de nos interlocuteurs. Donc, Kevin, je te laisse commenter dans un premier temps ces indicateurs. Oui, bien sûr. Donc, sur la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est une semaine clairement orientée à la baisse, tant sur les marchés d'actions que sur les marchés d'obligations. Et ça, sur les marchés d'obligations, on va dire les mieux notés, ce qu'on appelle les taux corps dans notre jargon, les obligations allemandes, les obligations américaines, mais aussi les primes de risque, c'est-à-dire que les marchés du crédit, eux aussi ont souffert et ont souffert davantage que les obligations les mieux notées. C'est ce qu'on voit ici sur le tableau, sur cette colonne du milieu. Vous avez indice obligataire, vous voyez que les indices du crédit ont amplifié la baisse. Il y a eu, on va dire, plusieurs événements marquants sur la semaine. Alors le premier, c'est la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. On y reviendra tout à l'heure, mais clairement, on va dire, c'est ce qui a nourri largement la volatilité la semaine dernière. On a eu des journées, voilà, on avait un Nasdaq qui faisait plus 5% mercredi et puis qui a rendu ça complètement dans la journée de jeudi. On a vu ça également avec des mouvements de quantification des courbes de taux. Alors ça, c'est pour le coup, c'est vraiment du jargon, mais on y passera un petit peu de temps pour vous expliquer ce que ça veut dire. Ça fait quoi? Ça fait ces mouvements de taux, ils ont fait mal. Ils ont fait mal à ce qu'on appelle les actifs à duration longue. Donc je parlais du Nasdaq par exemple, mais quand on regarde voilà des grands fonds d'innovation technologique, on pense au fonds ARK, qui est une des stars des marchés de l'ETF américaine. Voilà, ils sont en baisse de 50% cette année. Ils ont eu des journées à presque moins 10%. C'est absolument colossal. Alors pour autant, on n'est pas forcément tout de suite ou pas encore dans une forme de capitulation de marché, parce que les volumes d'échangés ont été quand même légèrement, on va dire, pas si importants que ça, mais clairement la dynamique qu'on va se mettre en place, c'est que le retrait du stimulus des banquiers centraux, ça vient nourrir la volatilité, on va dire, même cause, mêmes effets, voilà, effet inverse ici, les banquiers centraux nous ont habitués à appuyer sur la volatilité, avec leur programme d'assouplissement quantitatif. Ils sont en train de retirer ce stimulus-là. Ça fait monter la volatilité des marchés. Sur les marchés d'actions, si on regarde ce qui se passe là sur la colonne de gauche, qu'est-ce qu'on voit? Je vous l'ai dit, des marchés globaux qui sont en baisse. Sur la semaine, c'est les marchés d'actions américains qui ont été le plus résistants. On est à peu près à tone sur la semaine, alors que les marchés d'actions chinois, indiens ou européens enregistrent des performances entre -4 et même -6% pour la Chine. En termes de secteur, ce qu'on a vu, là aussi, je pense que c'est une très bonne illustration de l'impact, on va dire, de la remontée des taux d'intérêt. C'est plutôt plus 20 points de base de mouvement sur les taux d'intérêt sur la semaine dernière. Les mouvements en termes de secteur, ils illustrent très bien ça. C'est-à-dire qu'on a des secteurs qui sont plutôt, on va dire, positivement corrélés à une hausse de l'inflation, à des taux d'intérêt qui sont élevés. Donc typiquement le pétrole, le gaz, c'est des secteurs qui enregistrent une performance sur la semaine de plus de 10%. Et à l'inverse, les secteurs qui souffrent davantage, on va dire, d'une remontée des taux d'intérêt, au premier rang duquel le secteur immobilier, on a des foncières par exemple aux États-Unis qui sont à l'autre bout du spectre et qui elles enregistrent des performances sur la semaine de moins de 10%. Donc c'est clairement les mouvements de taux qui ont agité les mouvements de marché la semaine dernière, et ce qui va nous amener sur notre point macroéconomique. Alors justement, donc effectivement, ici, le focus macroéconomique, comme tu viens de l'indiquer, va concerner justement la politique monétaire et plus particulièrement la Réserve fédérale américaine, qui sert quand même justement de boussole pour le reste en fait justement du monde. Je te laisse ici commenter là aussi justement ce slide pour énoncer en fait ta vue sur le propos. Bien sûr. Donc sur cette diapositive, pour ceux qui nous suivent et qui nous suivent à l'image, vous avez sur la partie de gauche l'évolution
des taux de dépôt de la Réserve fédérale américaine, hein, donc un des grands outils de politique monétaire américain. Et puis sur la partie de droite, eh bien, combien de hausses de taux additionnelles sont anticipées par les marchés, et on y reviendra par la suite parce que ça aussi c'est extrêmement important et intéressant. Donc ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que la Réserve fédérale a remonté son principal taux directeur de 50 points de base, hein, donc 0,5%, et a confirmé eh bien, le lancement de la réduction de la taille de son bilan. Hein. Je vous le rappelle, pendant la pandémie, au cœur de la crise, hein, en mars 2020, eh bien, elle avait mis en place un programme d'achat d'actifs. Elle a acheté des obligations souveraines, des prêts hypothécaires, se laisser la possibilité d'acheter des instruments sur les marchés du crédit également. Eh bien, elle va réduire la taille de son bilan. Elle va arrêter de réinvestir les coupons de ses obligations, donc à raison d'une cinquantaine de milliards par mois pendant 3 mois, avant de doubler ce rythme de décrue de son bilan. Donc le discours ou la position de M. Powell a amené, on va dire, beaucoup de volatilité sur les marchés. Pourquoi? Parce que les marchés, ils s'étaient quand même un petit peu enflammés, ils étaient prêts on va dire, à estimer, en tout cas, à intégrer le fait que M. Powell pourrait remonter ses taux d'intérêt de 0,75 points de base. Ça fait quand même beaucoup. Et donc ça a créé un peu de volatilité, mais M. Powell est resté, on va dire, relativement droit dans ses bottes. Hein. Voilà, et il a bien indiqué qu'il avait remonté ses taux d'intérêt de 50 points de base là, qu'il allait le faire pendant au moins les deux réunions, les deux réunions prochaines. Et donc voilà, là aussi on a dit au moins les deux prochaines. Donc une hausse de 50 points de base pour le mois de septembre n'est pas à exclure tout de suite. Pour autant, voilà, c'est pas forcément à intégrer non plus de façon trop catégorique dans une gestion de portefeuille. Pourquoi? Parce que déjà, il va falloir intégrer ces différentes hausses de taux de 0,5%. Encore une fois, 0,5%, c'est beaucoup, alors même que la croissance économique est en train de décélérer aux États-Unis. Et donc, ça nous amène à, on va dire, un deuxième facteur qui est important, c'est que vous voyez que sur l'évolution de ces taux cibles, on a rajouté une ligne là qui corrèle bien avec ces taux directeurs. Ce sont les conditions financières aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ce que cherche à faire M. Powell en remontant ses taux d'intérêt, eh bien, c'est à peser sur la demande et à durcir les conditions financières. Et donc ça, il va le faire et il continue sa marche en avant, même si on peut voir, on va dire, une forme de durcissement sur ces marchés d'actions. On a des marchés d'actions qui sont orientés à la baisse, des primes de risque sur les marchés du crédit qui sont orientés à la hausse. Et donc c'est bien ça aussi que vise monsieur Powell. Et donc qu'est-ce que ça a amené? Eh bien, vous voyez que ça a amené à ce qu'on voit ensuite sur 2022, 2023, 2024, 2025. Là, sur la partie de droite de cette diapositive, ça fait que les marchés, ce qu'ils anticipent, c'est que M. Powell, il va continuer de remonter ses taux d'intérêt en 2022, qu'il va continuer de le faire un petit peu en 2023, et puis après, eh bien que ça va s'inverser dans le courant de 2023, et qu'en 2024, même en 2023 et en 2024 par la suite, il va baisser ses taux d'intérêt. C'est-à-dire que ce qu'anticipent les marchés ou ce que disent les marchés, c'est que M. Powell est potentiellement prêt à casser la croissance économique américaine pour venir contenir l'inflation. Et donc ça induit ce qu'on appelle des mouvements sur les courbes de taux, que ce soit les courbes de taux courts ou les courbes de taux les plus longs. Donc en synthèse sur cette réunion, bien sûr, en synthèse sur cette réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale, eh bien, ça marque bien la marche en avant de la politique monétaire américaine, et que la réponse américaine à cet environnement d'inflation, il passe par un durcissement de sa politique monétaire, un durcissement des conditions financières. J'ai envie de dire, quoi qu'il en coûte, comme le disait un célèbre banquier central européen. Le Draghi pour le coup. Effectivement. Et du coup, c'est ce qui t'amène justement pour notre instant pédagogique à mettre l'accent sur l'importance de la courbe des taux. Qu'est-ce que cela signifie et quelle est l'incidence éventuellement? Pourquoi est-ce que c'est si important éventuellement de suivre justement cet aspect des marchés financiers? Alors, on l'a dit en introduction, hein, quand on a passé en revue les mouvements de la semaine, ces mouvements de quantification de courbe de taux, ils ont une incidence extrêmement importante, par exemple sur la dynamique sectorielle ou thématique ou stylistique, par exemple, au sein des marchés d'actions. Donc, ce qu'on vous illustre ici sur cette diapositive, c'est une courbe de taux. Hein, c'est-à-dire que quand vous prêtez, et c'est vrai pour quand vous prêtez un émetteur souverain comme les États-Unis ou un émetteur, on va dire, corporate, hein, à une entreprise, c'est que a priori, hein, on va dire dans un environnement relativement normal,
plus vous prêtez à des échéances longues, ce qui inscrit là sur la ligne du bas, sur les maturités en année, plus vous prêtez sur une échéance longue, plus vous, potentiellement, en tant que prêteur, vous prenez un risque et donc plus vous allez demander, on va dire, un surcroît de rémunération pour prêter sur une maturité plus longue. Et c'est ce qu'on illustre ici sur la colonne de gauche avec les rendements en pourcentage. Donc ça, c'est ce qui est vrai à peu près partout. Si vous, comme moi, vous contractez un crédit immobilier, il en revient à peu près de la même. On pourrait construire une courbe de taux sur le risque immobilier de tout un chacun. Quand on parle d'une courbe de taux pour un émetteur souverain, on va dire il y a des parties plutôt courtes des courbes des taux, ce qu'on illustre ici sur la partie de gauche, qui sont quoi? Qui sont essentiellement le reflet de la politique monétaire et des anticipations de ce que vont faire les banquiers centraux. C'est-à-dire que plus les marchés anticipent que le banquier central va durcir sa politique monétaire, plus ces parties courtes des taux vont avoir tendance à remonter. Et les parties les plus longues, celles qui sont sur la partie de droite, là, entourées par des pointillés, elles sont plus le reflet de facteurs de long terme. La croissance économique, l'inflation, après des termes un peu plus techniques, voilà, les primes de terme. Mais essentiellement, on va dire ces facteurs de long terme. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on a vu l'année dernière. C'est-à-dire que ce qu'on a vu l'année dernière, c'est qu'on a vu des marchés qui ont intégré davantage de durcissement de politique monétaire aux États-Unis, en zone euro aussi également d'ailleurs. Et donc on a vu cette partie-là, les parties les plus courtes des courbes de taux, sur le 1 an, le 2 ans, le 3 ans, remonter fortement. Parce qu'il était anticipé que justement, M. Powell allait faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et d'accélérer sa normalisation monétaire. Et dans le même temps, quand on a vu ces taux courts remonter, on a vu ces taux les plus longs, les maturités 10 ans et plus, elles baisser. C'est-à-dire que alors même que les taux d'intérêt à court terme remontaient fortement, les taux d'intérêt à long terme, soit ils remontaient moins fortement, voire même ils baissaient. Pourquoi? Parce qu'il était bien anticipé que cette normalisation monétaire, ce durcissement de la politique monétaire, il allait peser sur la croissance à long terme. Et ce qu'on a vu cette semaine, c'est plutôt, on va dire, un phénomène différent, c'est-à-dire que, et là aussi, j'ai bien conscience que ça peut sembler contre-intuitif, mais alors même que M. Powell a remonté ses taux d'intérêt de 50 points de base, donc de 0,5%, on a vu les taux les plus courts, notamment les maturités 1 an, 2 ans, eux, baisser. Parce que justement, c'est ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, il était anticipé que potentiellement, il ouvre la porte à ce qu'il fasse une hausse de plus de 50 points de base. Et donc, c'est bien les marchés qui se réajustent à ce qu'ils pourraient faire. Et dans le même temps, on a vu quoi? On a vu les maturités les plus longues, les taux d'intérêt 10 ans par exemple, et 30 ans encore davantage, eux, remonter de 10 à 15 points de base. Et pourquoi? Parce que c'est bien ces facteurs de long terme qui sont en train de venir les nourrir, et notamment le fait que si M. Powell durcit sa politique monétaire moins importante que ce qu'il est anticipé, potentiellement, il y aura plus d'inflation à terme, et ça veut dire des taux d'intérêt plus longs qui remontent. Donc j'espère qu'avec ces quelques explications, vous êtes maintenant plus au fait de notre jargon de financier ou d'économiste qui consiste à dire de pontification ou d'aplatissement de la courbe des taux. C'est simplement comment est-ce que cette courbe de taux, est-ce qu'elle est plus plate ou plus pentue en l'occurrence. En tout cas, ça montre pourquoi justement notre attention est aussi importante sur la démarche justement des grandes banques centrales et en particulier de la Réserve fédérale américaine. Du coup, Kevin, ton focus microéconomique de la semaine va concerner le résultat des entreprises. Pour le coup, on a justement donc une saison des résultats qui a bien évolué, qui a bien avancé, et donc du coup, l'idée c'est de faire un premier bilan justement donc de ces résultats. Je te laisse la parole, Kevin. Oui, merci. Donc oui, alors c'est bien évidemment extrêmement intéressant de regarder ce qui se passe au niveau des banquiers centraux. Il se passe aussi plein de choses au niveau des entreprises. On est encore en plein dans la saison de résultats de ces dernières. Alors voilà, on vous a illustré ça sur un tableau. Il faut avoir des bons yeux pour le lire, où il faut zoomer. Donc ce qu'on vous a mis, c'est sur les marchés d'actions américaines, on a pris les grands indices d'actions américains, donc le S&P 500. Sur les indices d'actions de la zone euro, on a pris l'Eurostoxx 50. Et donc, vous avez différentes colonnes. Celle du haut, c'est on va dire, le pourcentage d'entreprises qui ont déjà publié, parce qu'on n'est pas encore au bout de cette saison de publication des résultats. Et puis ensuite, vous avez d'autres colonnes qui sont là aussi importantes pour nous, investisseurs. Il y en a une, c'est quelle est la trajectoire de ces entreprises, en tout cas de ces entreprises qui ont publié en termes de bénéfices par action, et vous voyez que c'est plutôt une bonne saison de résultats, avec 7% de croissance des BPA, des bénéfices par action sur un an glissant, donc par rapport à l'année dernière.
la dernière colonne de ce tableau, c'est sur la partie vente, de combien est-ce que les ventes de ces mêmes entreprises ont cru sur un an glissant. Et là aussi, vous voyez, entre 10 et 15%, c'est tout à fait honorable. Et puis encore une fois, nos métiers d'investisseurs, on se met souvent, on dit souvent que les marchés se projettent. Et ce qui est important dans nos métiers, c'est non seulement ce qui se réalise, mais qu'est-ce qui était anticipé globalement. Et vous voyez que ça, ce sont ces deux lignes grises qu'on vous a mises ici. C'est que, tant sur les bénéfices que sur les ventes, quelle est la proportion des entreprises qui ont publié, qui ont surpris positivement aux États-Unis, en zone euro, et sur les bénéfices et sur les ventes. Et vous voyez qu'à ce titre-là, on voit que c'est plutôt une bonne saison de résultats. C'est-à-dire qu'il y a entre 70 et 80% des sociétés qui font mieux que ce qui était attendu par le consensus. Donc ça, typiquement, ça tend à être associé à une bonne performance des marchés d'actions. Et le problème, c'est que comme on l'a vu la semaine dernière et comme on le voit depuis plusieurs semaines maintenant, c'est que c'est pas tout à fait suffisant. C'est-à-dire que même des entreprises qui ont des bonnes trajectoires de publication, de résultats, des ventes, dès qu'il y a le moindre soupçon, le moindre doute sur un éventuel problème de pricing power, alors désolé pour l'anglicisme, de capacité à répercuter la hausse des coûts dans les prix, ça fait mal. Et donc, c'est pas que la hausse de taux qui fait mal à ces marchés d'actions et à ces entreprises qui publient, c'est aussi le fait que la hausse des salaires, la hausse des coûts, que si vous êtes une entreprise, je parlais du secteur technologique, vous avez des ingénieurs à recruter, ils vont vous coûter plus cher pour les recruter aujourd'hui que si ça avait été le cas il y a un an de ça. Alors dans ce contexte-là, quand on est gérant actif de long terme comme on l'est chez Carmignac, il y a quand même des choses à faire. Pourquoi? Parce que on l'a dit, je pense que ça fait plusieurs semaines qu'on vous le dit, dans le contexte actuel, c'est l'environnement macroéconomique qui porte littéralement les marchés et beaucoup moins les fondamentaux économiques des entreprises. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est un gérant de long terme, qu'on a les outils pour le faire, il y a quand même des belles opportunités à aller chercher. Je parlais du secteur technologique, il y a des choses, des sous-segments à faire, des sous-segments dans ce secteur technologique. Alors on parle des logiciels par exemple, du cloud, ils traitent sur des niveaux de valorisation qui sont quand même particulièrement attractifs, qui ont baissé très très fortement depuis leur plus haut. Et là, il se passe quand même des choses, il y a des choses à faire. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est le graphique, les barres que vous voyez ici sur la partie de droite de ce graphique, c'est que vous voyez que dans ce secteur, donc IT, là, informatique, c'est là qu'on a eu le plus d'entreprises qui ont surpris positivement sur leur publication de résultats. Et donc ça veut dire quand même que c'est particulièrement, il y a une forme de négativité, de pessimisme très très fort sur ce secteur-là, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Mais ça veut aussi dire que quand on est un gérant actif, qu'on fait de la sélection de valeurs, il y a aussi des choses à faire et on peut aller chercher des entreprises qui sont pour le coup qu'on estime être de qualité. À ce titre-là, sur la saison de résultats, je tiens à préciser pour les porteurs du fonds Carmignac Grande Europe qui est référencé chez vous ou ceux qui le regardent de près, on n'a pas eu d'accident dans la saison de résultats. Au contraire, toutes les entreprises qu'on a dans le portefeuille ont à minima délivré au niveau des attentes ou mieux dans cette saison de résultats. Donc j'espère que ça aussi, c'est un signe, on va dire, de notre travail et de notre focus sur la qualité. D'accord, c'est entendu. On a pas mal de questions, du coup, on va avancer un peu plus rapidement justement pour répondre à nos questions de clients. Le message de la semaine, Kevin, c'est la route est droite, mais la pente est forte. Alors, oui, c'était en ces temps d'élection et de politique française, c'était un petit clin d'œil à un ancien Premier ministre français, donc Jean-Pierre Raffarin, qui avait eu cette phrase il y a de ça une vingtaine d'années, c'était en 2002 de mémoire. C'est que c'était plutôt un clin d'œil à ça, parce qu'en fait aujourd'hui, la pente, elle est relativement faible, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est important parce que, on va dire, une inversion de la courbe des taux, c'est en général un signe de récession. Alors il faut que ça dure un peu, mais on a quand même des écarts de taux d'intérêt entre les taux courts et les très longs et les taux longs qui sont pas très élevés. Donc on va dire cette pente-là, elle est faible. Et pour le coup, la route qui nous attend pour les mois et les trimestres à venir, elle est particulièrement sinueuse. Et je pense que vous en avez eu des illustrations avec ce que j'ai pu vous indiquer aujourd'hui ou ce qui a pu vous
vous mentionnez j'aimerais la semaine dernière sur la politique chinoise ou Augustin ou William avant ça sur ce qui se passe en Europe. Alors, justement, donc, on parlait opportunité d'investissement, Kevin, et on parlait Mhm. d'idées d'allocation. Donc là, on va faire un petit zoom, justement, Ouais, donc, sur Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. Tu en as parlé, justement, à l'instant. Je te laisse là aussi, justement, commenter la slide. bien sûr. Donc, ce que vous voyez sur cette diapositive, et je vais faire vite, et désolé si j'accélère le rythme ou le débit pour des histoires de temps. Ce que vous voyez ici sur la partie de gauche, c'est l'évolution de la performance relative donc de Carmignac Patrimoine Europe. Donc, il y a un fonds mixte, diversifié, avec des actions et des obligations par rapport à son indice de référence. Et ce que vous voyez sur la partie de droite, c'est la performance relative entre les actions, on va dire, de style value et celles de style croissance. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que, c'est aussi, c'est pour vous refaire un peu le film qu'on vous déroule depuis maintenant plusieurs semaines, c'est que dans ce début d'année, ce qu'on avait, c'était eh bien, un environnement où il y avait une rotation sectorielle forte. On avait une forte surperformance des secteurs ou des valeurs value, des secteurs et des valeurs cycliques par rapport aux plus défensives, aux valeurs de qualité ou aux valeurs de croissance. Dans le sillage, on va dire, de la remontée des taux d'intérêt qui venaient, on va dire, essayer de calmer eh bien, les pressions inflationnistes. Et donc, on avait un environnement de rotation sectorielle fort où ce qui était anticipé, c'était un ralentissement de la croissance et une inflation élevée. Et puis, bien voilà, la crise ukrainienne est passée par là, on va dire la marche forcée des banquiers centraux également. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'on passe dans un environnement où les marchés étaient plus en train d'intégrer un environnement de rotation à intégrer un risque de récession. Et dans cet environnement-là, eh bien, on voit tout l'attrait d'une gestion flexible, d'une gestion multi-active, comme celle de Carmignac Patrimoine Europe, et avec, eh bien voilà, vous voyez qu'on a largement rattrapé le retard qu'on avait sur l'indice de référence en ces temps incertains, alors que, eh bien voilà, les marchés d'actions, comme on le montre sur la partie de droite, ont continué leur baisse dans un environnement d'incertitude marquée. C'est d'autant plus important d'avoir recours à cette solution, en tout cas ce type de solution-là, il me semble, parce que concomitamment, on va dire, à cette baisse des marchés d'actions, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on voit également une baisse des marchés de taux d'intérêt dans le sillage de la remontée des taux. Et donc, eh bien, voilà, c'est d'autant plus important de se reposer sur une gestion active, flexible, pour pouvoir répondre à cet environnement et non plus reposer uniquement sur, on va dire, les outils traditionnels qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire uniquement des actions ou des obligations. Le cash, c'est important, ça aide. Pouvoir se protéger sur les marchés d'actions, ça aide parce que les actifs refuges traditionnels, comme les taux d'intérêt, enfin, les obligations de pays bien notés comme les États-Unis ou l'Allemagne, eh ben, sont pas vraiment suffisantes dans l'environnement actuel. Entendu, Kevin. Donc, voilà, un fonds, donc, je le rappelle, qui est disponible directement donc, sur notre plateforme. Donc, en quelques clics, vous pouvez vous positionner dessus et donc, en mettant uniquement le libellé du fonds donc, dans le moteur de recherche principal. Donc, plusieurs questions, effectivement, comme je le disais, de la part de nos clients. Du coup, je vais juste évoquer vos prénoms, chers clients, et donc mentionner la question. Donc, une première question de Daniel qui nous dit alors, pardonnez-moi, quelles précautions sont à prendre sur la gestion d'un PEA en temps de crise grave comme celui qui semble justement se dessiner? Quelles précautions à prendre sur la gestion d'un PEA éventuellement? Alors, alors je suis désolé, Daniel, bonjour déjà Daniel, mais je ne veux pas vous faire une réponse de Normand, mais on va dire, la gestion d'un portefeuille, elle dépend largement, on va dire, du risque qu'on est prêt à prendre et de l'horizon d'investissement qu'on a. Et donc, alors je suis pas un spécialiste de ces points-là, mais je pense qu'il connaît bien plus, il est bien plus capable que moi sur ces thématiques-là. Mais dans un PEA, c'est essentiellement, on va dire, un plan d'épargne action. Donc, c'est on va dire un horizon d'investissement qui est particulièrement, qui tend à être particulièrement long. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien oui, il y a des choses à faire sous la surface parce que c'est aussi dans ces périodes de crise que eh bien, naissent certaines, en tout
cas peuvent naître certaines opportunités. Et donc voilà, je serais bien mal avisé de vous dire ce que vous devez faire spécifiquement, Daniel, sur votre PEA. Ça dépend de votre horizon d'investissement. Si vous êtes plutôt adverse au risque, il me semble qu'il y a des supports éligibles à ces PEA qui permettent d'une part d'investir en action, mais en plus de ça, de gérer activement le risque action, donc de pouvoir, on va dire, réduire un petit peu la voilure. Et ça, je vous conseille de vous rapprocher d'Imen ou de vos conseillers Easy Bourse qui pourront vous dire sur quel support vous pouvez investir. Si vous avez un horizon plus long terme, voilà, personnellement, c'est mon cas, je suis plus si jeune mais pas si vieux non plus, eh bien j'aurais plutôt tendance à remettre un petit peu de risque dans ces périodes-là, et notamment sur des supports qui ont souffert. Voilà, je pense tout de suite à des actions de qualité ou de croissance, mais ça c'est que pour mon cas d'espèce. Alors, on mentionnait peut-être justement que sur aujourd'hui, les 1000 fonds qui vous sont mis à disposition, plus de la moitié aujourd'hui sont PEables, hein, et un certain nombre de fonds, notamment Carmignac, comme par exemple justement le fonds qu'on a évoqué aujourd'hui, Portfolio Europe, justement, qui en fait est un fonds PEable. Denis, Si je peux me permettre, Imen, c'est pas le fonds Patrimoine Europe, peut-être le fonds Grande Europe, hein, ce sont des fonds d'action européenne pure, on va dire. Voilà. qui est, alors, Denis, vous évoquez uniquement les chiffres d'affaires, mais c'est plutôt le résultat qui illustre la bonne marche des entreprises, non? Oui, mais si aussi. Alors, c'est-à-dire que voilà, là aussi, hein, quand on regarde les résultats par rapport au chiffre d'affaires, il y a quand même, on va dire, une couche ou une ligne qui passe par là qui s'appelle les marges. Et c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que toute la question elle est là-dessus. Pour le coup, sur la saison de résultats, on a eu des bonnes surprises et sur les chiffres d'affaires et sur les résultats également. Mais encore une fois, comme je le soulignais, c'est pas tout à fait suffisant parce que dès que les investisseurs, on va dire, sentent ou ont l'impression de sentir qu'il y a le moindre doute sur l'évolution des marges, eh bien, ces entreprises-là sont clairement sanctionnées. Mais on regarde bien évidemment et les chiffres d'affaires et les résultats des entreprises une à une dans des fonds comme Carmignac Grande Europe, Émergent, Patrimoine Europe. Ok. Kevin, on termine avec deux questions. La première, donc, celle de Vincent également, qui nous dit que la quantification de la courbe des taux que vous indiquez pourrait-elle perdurer? Ou est-ce que c'est juste un phénomène ponctuel, éventuellement, de réajustement des marchés? Et si elle continue, cette quantification, est-ce que du coup, elle pourrait profiter à des secteurs entiers, comme par exemple le secteur bancaire? Alors oui, tout à fait. Alors enfin, là aussi, hein, les avis sont, on va dire, sont divisés, hein, mais nous chez Carmignac, on pense que oui, cette quantification, elle pourrait perdurer. Pourquoi? Parce que ce que je vous montrais tout à l'heure sur qu'est-ce qui est anticipé par les marchés en termes de trajectoire de taux d'intérêt, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup qui est déjà intégré par les marchés, hein. C'est-à-dire que ce qui s'attend, c'est que la Fed remonte encore par rapport à où on est aujourd'hui, ces taux d'intérêt de 2,5% d'ici la fin de l'année. Ça fait quand même beaucoup. Et donc, voilà, ce qui peut amener un aplatissement de la courbe d'intérêt, c'est si ces taux courts remontaient davantage. Alors que là, le marché il est déjà prêt à ce que ces taux d'intérêt remontent davantage. Donc la partie courte de la courbe des taux, elle ne devrait pas trop bouger, voire même elle pourrait baisser si les risques de récession, alors peut-être pas aux États-Unis, mais tout de même, en tout cas les risques de récession mondiaux, ils étaient de plus en plus à l'esprit des investisseurs. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est que sur la partie, sur les taux les plus longs, eh bien là aussi, je pense qu'on en a quand même pas mal parlé sur ces dernières séances, mais on peut le refaire. C'est-à-dire que cet environnement d'inflation, il est plutôt persistant. D'ailleurs, on a des chiffres, hein, là, cet après-midi, qui sont littéralement regardés par l'ensemble des opérateurs de marché. Hein, à 14h30, on a les chiffres d'inflation américaine. L'inflation, elle est sans doute plus persistante que ce qui est généralement admis, et donc plus d'inflation, une volatilité plus d'inflation, en tout cas une inflation plus persistante, ça veut dire plus de volatilité sur ces taux un peu plus longs, et donc ça veut dire des taux longs qui peuvent remonter, donc sur des maturités 10 ans par exemple. Et puis il y a un deuxième outil de politique monétaire qui est ce qu'on appelle, alors là encore une fois, je suis désolé pour l'anglicisme, le quantitative tightening, donc la réduction du bilan des banques centrales, au premier rang de laquelle la réserve fédérale. Et ça aussi, ça veut dire qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un acheteur naturel qui va sortir du marché. C'est-à-dire que les banques centrales, les grands argentiers de ce monde, ils achetaient beaucoup d'obligations
américaine pour la Banque centrale américaine et européenne pour la BCE, eh bien, ils vont plus le faire, ou en tout cas moins le faire pour la BCE. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire là aussi plus de volatilité sur ces maturités plus longues. Donc oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une portification de la courbe des taux. Est-ce que ça, c'est susceptible? Donc, je prends la deuxième partie de la question. Je suis désolé, la réponse est un peu longue. La deuxième partie de la question, est-ce que ça a une incidence sur la rotation sectorielle sur certains secteurs? Oui, ça en a une, clairement. Hein. C'est-à-dire que traditionnellement, une portification de la courbe des taux, c'est plutôt une bonne nouvelle, par exemple, pour le secteur bancaire, typiquement. Alors après, il y a un autre facteur à prendre en ligne de compte, qui est voilà, quelle est la trajectoire de croissance, hein, parce que si en effet on se dirige vers une récession, peut-être pas tout de suite, mais c'est quelque chose qui, voilà, on peut pas l'écarter non plus. Voilà, des secteurs, on va dire, plus exposés au cycle économique comme les banques, elles peuvent également en souffrir. Mais oui, bien sûr que ça a une incidence sur les secteurs. Donc voilà, dans des fonds, voilà, ce qu'on fait chez Carmignac typiquement, bah, c'est que voilà, on va être investi sur ces valeurs de croissance qu'on aime bien, hein, ces secteurs, ces valeurs un peu décrites dans le contexte actuel. Et puis on va essayer d'équilibrer ça avec, pour le coup, des investissements sur des valeurs ou sur des secteurs qui sont un peu plus positivement corrélés à cette pontification de la courbe des taux, à cet environnement d'inflation un peu plus persistant, à cette remontée des taux d'intérêt. Entendu. Merci Kevin pour cet éclairage. Alors, on a d'autres questions, mais éventuellement, on s'efforcera d'y répondre par le biais de mail ou éventuellement la semaine prochaine. Bien sûr, aucun problème. Deux choses à préciser. La première, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux justement donc à vous inscrire. Nous avons fait en sorte que le lien d'inscription soit un lien permanent, ce qui signifie que justement, vous avez juste en fait à utiliser le lien en fait qui restera le même pour les prochaines sessions, même jour, même heure. Et n'hésitez absolument pas à poser vos questions en amont. Donc, nous les recevons bel et bien et nous nous efforcerons de les transmettre justement à nos interlocuteurs. Merci énormément. Enfin, une dernière chose, c'est que cette session justement est enregistrée et vous est mise à disposition par la suite de manière à ce que vous en preniez connaissance. Donc, merci énormément à tous. Merci à toi, Kevin. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Ben, et merci à toutes et à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir.